Ah, Dominique. Ah, bonjour Ernest. Ça fait va? plaisir de vous voir. Hein. Voilà. Donc, messieurs, dames, les vacances sont terminées. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent cette émission. Alors, on a décidé de la refaire début septembre. Et comme on en a fait 3 sur Amnéville, on a choisi de faire à Malancourt. Donc, et Malancourt, alors qu'est-ce que tu nous proposes, Voilà. Dominique? Alors moi je propose la visite de l'église, une superbe église hein, qui est très très ancienne et elle est bien agencée. Et bien sûr la crypte qui est donc le monument de Malancourt-la-Montagne. D'accord, la crypte donc de Malancourt. Et pour cela, on a quelqu'un qui nous attend pour... Oui, alors on va rejoindre à l'intérieur M. Tessaro, Jean Tessaro, qui est à l'origine de la restauration et donc de la réfection de cette crypte. D'accord, eh bien on y va. Voilà. Voilà, par là. Messieurs, bienvenue à Malancourt-la-Montagne, commune d'Amnéville. Je sais que vous venez visiter l'église et la crypte de Malancourt, qui fait partie de notre patrimoine religieux, mais très important sur le site de Malancourt et sur le Haut-Plateau, mais également pour Amnéville. Nous sommes ravis parce que nous savons qu'il y a tellement de choses à découvrir et à savoir qu'on est très heureux d'être là avec vous, M. Tessaro. Bien content de vous accueillir. Voilà. Voilà, donc, bien entendu, on a préparé un petit peu cette émission et dans le livre que j'avais acquis il y a 2-3 ans, lorsque j'avais visité cette crypte, j'ai découvert pas mal d'informations et j'aimerais avoir beaucoup plus de détails sur certaines choses qui se sont passées ici, M. Tessaro. Alors, je prends d'ailleurs un premier document qui dit « Puis vint le jour tant attendu de l'inauguration ». Lundi de Pâques, 12 avril 1993, à 11h du matin, le docteur Jean Kieffer, député maire d'Amnéville, Malancourt, les officiels, tous les bénévoles qui ont participé aux travaux, les généreux, les donateurs, etc., se sont regroupés ici pour l'inauguration de la crypte de Malancourt. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous et qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir ? Alors, pour nous, l'église ici, des officiels qui étaient invités à l'inauguration de cette crypte, bien sûr, l'église ici était pleine. Docteur Kieffer, d'abord l'abbé Briot a souhaité la bienvenue, le prêtre, l'abbé Briot, a souhaité la bienvenue au docteur Kieffer ici à Malancourt, a pris la parole, l'abbé Briot a pris la parole pour expliquer le pourquoi et le comment de tous ces travaux de restauration. Et ensuite, docteur Kieffer a pris la parole pour parler de tout ce qui a été fait ici par des bénévoles. Et il a mis le doigt sur le mot bénévole. C'est ce qui est très important ici, très bénévole. Et ensuite, le prêtre, l'abbé Briot, a invité des officiels à descendre dans la crypte et découvrir cette crypte. Mais chose incroyable, c'est que la doyenne du village, Madame Georgette Collignon, a tenu, elle, de sa bonne voix, une voix un peu fluette, disons, a dit « Écoutez, docteur Kieffer, je suis l'ancienne du village, la doyenne du village, et je souhaite descendre la première dans la crypte en passant devant vous. » Elle avait 90 ans, la doyenne du village. Elle est descendue par ces escaliers. Bien sûr, on lui a demandé de faire très attention. Elle m'a dit, mais vous savez, M. Tessaro, moi, cette crypte-là, je l'ai descendue des centaines et des centaines de fois, et je n'ai jamais eu d'accident. Alors, je descends la première. On l'a laissé partir, et puis, voilà. C'est comment ça s'est passé. On se rappelle bien sûr de la bonté et de toutes les choses généreuses du docteur Kieffer, et on peut comprendre tout à fait qu'ici, à Malancourt, il ait laissé ce droit de passage à cette dame, à Madame Collignon. L'ancienne. Voilà, Monsieur Tessaro, nous sommes maintenant ici dans la crypte, et avant de discuter des travaux qui se sont réalisés ici, j'ai lu également dans le document que vous avez laissé une lettre avec 4 signataires que vous avez déposée sous les ossements
qui avait été découvert et qui est une lettre de message pour les générations futures. C'est exact. L'abbé Briot, qui était prêtre de Malancourt, a tenu à perpétuer dans le village ce message des travaux qui ont été réalisés ici. Donc ce prêtre-là a écrit de sa main, c'est de sa main, et ce message-là, et nous l'avons mis dans une bouteille, scellé dans une bouteille, et nous l'avons enterré là où il y a les ossements à l'entrée de la crypte. D'accord, donc c'est un message pour d'éventuelles recherches ou travaux qui seraient faits dans le futur. Je ne pense pas qu'il y ait encore des travaux à faire dans le futur ici. Je crois que les travaux, comme ils sont là, on ne fera plus d'autres recherches de ce qui a été fait. Mais ça, c'est un témoignage de cette époque de la restauration de la crypte. D'accord. Avant de parler des travaux, on va essayer de reprendre l'historique du culte à Malancourt, parce qu'il y avait bien sûr une succession de différents cultes à cet endroit-ci. Monsieur Tessaro. Voilà, alors, nous savons qu'à Malancourt-la-Montagne, il y avait déjà les Romains ici, au IIIe siècle, IIe siècle, puisque Malancourt, on l'appelle Madellinis Curtis. Alors, pourquoi les Romains ici à Malancourt? Il faut savoir qu'à l'époque, entre Verdun et Trèves, il y avait à Sainte-Marie-aux-Chênes, Montois-la-Montagne, une grande garnison romaine qui protégeait les frontières, les routes, et ainsi de suite. Et en 1830, dans les années 1830, dans un champ à Montois-la-Montagne, Sainte-Marie-aux-Chênes, on a retrouvé plus de 150 à 200 tombes gallo-romaines. Alors, qui dit garnison romaine aussi importante? Eh bien, eux aussi, ces Romains avaient leurs croyances, leurs dieux, leur culte. Et ici, à cet endroit ici, les Romains avaient créé ici un lieu de culte païen. Et ce culte païen, eh bien, on le retrouve ici, puisqu'on retrouve ici un morceau de colonne romaine, dont le chapiteau ici, le chapiteau est à l'envers. Et sur cette colonne romaine, une pierre d'autel. Une pierre d'autel. Ces Romains ont quitté, bien sûr, notre région, et qu'ont fait les chrétiens, je ne dis pas les catholiques, qu'ont fait les chrétiens, se sont accaparés de ce lieu de culte païen pour en faire un lieu de culte chrétien. Bien sûr, comme la chapelle Saint-Pierre-aux-Nonains à Metz, qui a été aussi reprise par le culte chrétien sur un lieu de culte païen. Cette crypte a servi de lieu de culte jusqu'en 1300, à peu près. Et ce n'est qu'en 1300 qu'on a construit la première église de Malancourt au-dessus de cette crypte. Ah d'accord. Voilà. Crypte église qui a servi elle-même de lieu de culte jusqu'à la Révolution française. Et tout le monde sait ce que nos braves révolutionnaires ont fait en France. Tout ce qui était religieux, saccagé, pillé, vendu aux biens nationaux, c'était le cas de notre église à Malancourt. Tout ce qu'il y avait dans notre église à Malancourt était vendu aux biens nationaux. Voilà, donc là, on a tout l'historique de la période de culte à Malancourt, et on va arriver dans la période la plus intéressante, c'est celle de la redécouverte de la crypte. Alors, Monsieur Tessaro, cette crypte, a priori, avait été oubliée, et une légende ou des légendes ou des histoires ont fait que certaines personnes ont voulu revoir si cette crypte existait ou pas. Alors, après la Révolution française, l'église de Malancourt, qui a été construite en 1300, la première église, eh bien, cette église est tombée en ruine, pratiquement à l'abandon et en ruine. Il n'y avait donc plus de lieu de culte ici à Malancourt. Et ce n'est qu'en 1838 que l'on a reconstruit l'église telle que nous la voyons à l'heure actuelle. Et lorsque cette église a été reconstruite en 1838, on l'a également rehaussée d'1 mètre à 1,50 m suivant les niveaux. C'est pour cela qu'il y a des escaliers pour arriver dans l'église. Et par cette même occasion, la crypte et le chemin d'accès à la crypte ont été bouchés complètement et sans laisser de documents sur cette crypte. Ils ont été comblés. Comblés. Voilà. Sans laisser un document disant « nous avons bouché une crypte pour telle raison » et ainsi de suite. Tout a été bouché. Ce qui fait que de 1838 jusqu'à 1911, cette crypte était dans l'oubli complet pour une très grande majorité d'habitants de Malancourt, sauf une personne qui était M. Nicolas, qui était l'ancien du village, disons, qui lui disait toujours à son fils, qui était instituteur, lui disait toujours « sous le cœur de l'église, il y a une crypte. Sous le cœur de l'église, il y a une crypte. »
Et lorsque, en 1908, est arrivé à Malancourt un jeune vicaire, l'abbé Emmer, eh bien, ce jeune instituteur lui disait à ce vicaire, monsieur le curé, sous le chœur de l'église, il y a une crypte. Il y a une crypte, mais ce vicaire a commencé à fouiller les archives de la commune et de la paroisse. Il n'y avait aucun écrit. Aucun écrit. Il est allé voir aux archives départementales, aux archives de l'évêché, aucun écrit. Et ce que ce vieil instituteur, cet instituteur lui racontait toujours, il ne voulait pas le croire. Et cet instituteur, heureusement d'ailleurs, allez, sous le cœur, mon père a dit qu'il y avait une crypte, je crois mon père, il y a une crypte, il faut faire quelque chose. Et puis, en 1911, ce prêtre-là, avec le forgeron du village, et son fils Camille, qui avait 9 ans à l'époque-là, avec une lampe, dans le cœur de l'église, marteau, baramine, burin, il creuse un trou dans le cœur de l'église, la baramine s'enfonce, et la crypte était là. Elle tombe. Elle tombe, et là, on a le trou là, il est là juste au-dessus, on le voit à peine le trou. Hein. Je ne sais pas si vous voyez là. On voit un bout de fer qui dépasse là. Voilà. Et donc ça a été la redécouverte. Alors là, explosion dans le village. Alors le lendemain, bien sûr, la nouvelle, elle a fait le tour du village. Et là, le maire, parce que le maire au début, lui, ne voulait rien faire de recherche. Bien sûr. Parce qu'il n'était pas sûr. Et là, bien sûr, la nouvelle, elle fait tellement le tour du village que le maire se sent obligé, lui, d'engager les premiers travaux. Et ces premiers travaux ont été de défoncer l'allée principale de l'église, ici, au-dessus. Donc, dans le cœur. Dans le cœur. Et donc, après ce percement, le maire donc, a décidé quoi? De percer le dallage dans l'église même, et finalement, lorsqu'ils ont cassé ce dallage, enfin ce dallage c'était plutôt des pierres, un dallage en pierre, eh bien ils sont tombés dans l'escalier qui permettait d'accéder à la crypte. Mais qui lui était comblé. C'était une grande partie, les 3/4 comblés. Donc là, qu'est-ce qu'il découvre? Eh bien ils découvrent donc la crypte aux 3/4 comblés, ensuite après ils ont été obligés de déblayer tout cela, et dans ces déblais, ils ont retrouvé des choses très intéressantes, des sculptures, ainsi de suite. D'accord. Et puis, ils ont fait une espèce de réhabilitation légère. Ils ont fait, alors, à l'origine, lorsqu'ils ont découvert cette crypte, elle était toute en pierre apparente. Oui. Et nos anciens, en 1911, eux, dans les écrits du Conseil des fabriques, ça nous les avons aussi, eux, ils ont dit, pour renforcer les murs de la crypte et les voûtes de la crypte, nous allons tout crépir. Voilà. Ils ont donc tout fermé. Ils ont tout fermé. Enfin, tout crépi les murs. Alors, après toute cette histoire qui a duré 2000 ans, est arrivé les années 90, et notamment quelqu'un qui est venu frapper à votre porte. Alors, racontez-nous ça. Alors, ça se passait au mois d'août 1992. Ça, je me souviendrai tout le temps de cette visite. Monsieur Rudolf Joseph, qui était président du conseil de fabrique de Malancourt, vient chez moi un dimanche. Oui, un dimanche après-midi, un dimanche à midi, en plein midi. Et là, avec moi, à table, j'avais des amis bretons qui étaient en repas avec nous. Et il a insisté, il a dit, Jean, il faut que tu viennes dans la crypte, monsieur le curé t'attend, il faut que tu viennes. Mais je lui dis, Joseph, je suis avec des amis, en plein repas familial, je ne peux pas. Non, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Il a tellement insisté que mes amis bretons m'ont dit, bon, ben vas-y, Jean, puis tu verras. Je suis parti plus de 2 heures. Et donc, il m'a emmené ici, et là, avec le prêtre, l'abbé Briot, ce prêtre avait l'intention, lui, de remettre au goût du jour la crypte de nouveau, parce que c'était un passionné aussi d'histoire et tout cela. Et on devait, à l'origine, simplement laver les murs de la crypte, nettoyer les faire propres, blanchir les murs et mettre une lumière plus forte. Alors, lumière plus forte, moi, au point de vue électricité, je connais rien du tout, mais blanchir les murs, il n'y avait pas de problème. Ça, c'était bon. Et puis voilà comment que ça a démarré. Toujours de façon bénévole. Ah, toujours de façon bénévole. Pour nous ici. Et donc, lorsque vous avez commencé à faire les travaux, vous avez décidé des choses. Oui, alors, lorsque j'ai commencé à faire les travaux ici dans cette crypte, je me suis dit, les murs crépis, comme ça c'est pas du crépi ancien, c'est un crépi avec de la clène, des produits d'usine, du laitier d'usine. Hein. Alors, je dis au prêtre, à l'abbé Briot, ah, monsieur le curé, il faudrait. Si là, ils ont crépi, c'est qu'en dessous, il y a des pierres. Il faudrait peut-être découvrir ces pierres. Il me dit, oui, c'est tout en pierre, sûrement. Maintenant, si vous sentez l'envie d'enlever tous les crépis, ben faites-le. C'est ce que j'ai fait. Pendant plus de 3 mois, rien que 3 mois de travail, jour,
toute la journée pour enlever le crépi des murs et de la voûte. Et c'est là qu'on a commencé à découvrir, que vous avez commencé à découvrir, qu'il y avait deux endroits pour soutenir cette crypte, qui sont de deux périodes différentes, et vous avez découvert autre chose que nous avons ici à nos pieds. Voilà. Alors, comment que ça s'est passé cette découverte? Lorsque j'ai enlevé les crépis sur les murs, autant de la crypte que de la descente de l'église vers la crypte, là où il y a les ossements, eh bien c'est là, à cet endroit-là, qu'il y avait un deuxième mur qui cachait un autre mur. Alors on prend la décision d'abattre ce deuxième mur, et qu'est-ce qui s'est passé? Derrière ce mur, il y avait un amoncellement de gravats, et dans ces gravats-là, il y avait des morceaux de colonnes de cette église de 1300, on les voici, des morceaux de colonnes, également des morceaux de voûte de cette église de 1300, et puis sous les deux escaliers, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sous les deux escaliers, donc je découvre les deux escaliers qui permettaient à une époque d'accéder à la crypte, je découvre une autre pierre, celle-ci. Ce qui m'a attiré le regard, c'est que cette pierre est striée ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on les voit très bien, les stries, hein? Oui. Pas le dessus, parce que le dessus était en dessous. Qu'est-ce que c'est que ces stries? Alors, avec mon fils Emmanuel, qui est venu me donner aussi de temps en temps bénévolement un coup de main, je sors cette pierre, et là, je découvre un sarcophage d'enfant. Alors, pour nous, un sarcophage d'enfant, qui était-il là-dedans? On ne sait rien. Donc, on sort ce sarcophage d'enfant. Vous voyez l'épaisseur de ce sarcophage, hein, à 1,50 m de profondeur. Là en dessous, pas beaucoup de place pour travailler. Il a fallu mettre des étançons en bois pour soutenir le plafond, parce que ce que l'on risquait, c'est que le dessus risquait peut-être de nous tomber sur la tête. On peut imaginer le travail que M. Tessaro a dû faire pour sortir cette pierre qui doit quand même peser un sacré poids. Donc, on sort cette pierre, on la met là, on la sort, quoi, puis après seulement ça a été arrangé comme ça. Et après, en dessous de ce sarcophage, à plus d'1,50 m de profondeur, là où il y a les ossements, je découvre un crâne. Avec ma main, je le prends, hop, j'ai sorti le crâne entier. Alors, y avait-il un squelette là allongé, les pieds vers la sortie? Je ne sais pas. Je n'ai pas voulu aller plus loin, parce que j'allais plus loin, j'allais en dessous de l'église carrément. J'avais trop peur, là, que je prenne un caillou, puis que ça soit moi qui fasse le mort là en dessous. Hein. Donc, j'ai sorti simplement le crâne et on l'a mis de côté. Alors là, il y a une petite parenthèse à faire. Lorsqu'on a découvert ce crâne et tous les ossements que vous avez vus là-bas, il aurait fallu prévenir les services des monuments. Ah oui, parce qu'on n'a pas le droit de toucher des choses comme ça. Et on n'a rien dit. Le prêtre a dit, l'abbé Briot a dit, on ne dit rien. On travaille au noir. Voilà. On travaille au noir. Au sens propre comme au sens figuré. Hein. On travaille au noir. Et puis, on a fait tous nos travaux et puis, on a mis tout cela. Et un jour, ici, est venue une dame de Nancy, Mlle Jacobs, qui travaillait, qui avait un poste très important aux affaires culturelles régionales à Nancy, qui elle-même est venue dater ce sarcophage. Et c'est elle qui nous a dit que ce sarcophage est d'époque mérovingienne, 6e, 7e siècle à peu près. Et alors, ce qui est de cette époque-là, ce sont les stries qui ont été réalisées sur cette pierre. Voilà. Donc, c'est elle qui nous l'a daté de l'époque mérovingienne. Donc, ce qu'on peut rajouter maintenant dans l'historique de Malancourt, c'est que nous avions donc la période gallo-romaine, avec cette colonne qui date du IIIe siècle. On a toute la partie carolingienne, et il y a maintenant du mérovingien qui vient s'intercaler. Le mérovingien avant le carolingien. Avant le carolingien. Mais, Monsieur Tessaro, vous avez découvert autre chose aussi à Malancourt. Oui. Alors, on s'imaginait, nous, toujours que Malancourt était d'époque romaine. Et puis, j'avais un grand terrain sur Malancourt que j'ai vendu depuis. Et les archéologues sont venus, ont fait des recherches, des fouilles sur le terrain, puisqu'avant toute construction, on doit d'abord fouiller le terrain. Et là, ils ont retrouvé une épingle en bronze, du bronze final, c'est-à-dire 2700 ans avant notre ère. Avant notre ère. Oui, 2700 ans avant notre ère. Hein. Ça veut dire... c'est l'époque du bronze final. L'époque du bronze. D'accord. 2700 ans. Ça, ils l'ont daté. Donc là, on est dans la période celte. Là. Oui, on est dans la période celte. Voilà. Donc ici, on peut dire que Malancourt, il y avait donc les Celtes,
les Romains, les Mérovingiens, les Carolingiens, et puis ça continue. Voilà un petit peu. Voilà, Monsieur Tessaro, donc après la découverte de ce sarcophage dont on vient de parler, vous avez découvert également cet objet-là. Voilà. Alors, cet objet-là, lorsque j'ai fait ces travaux de restauration ici, dans la partie haute de la crypte, maintenant on parle ça ceci, partie haute de la crypte, j'avais besoin de pierres pour faire ces murets ici, vous voyez, ces murets coulés partout. Et je suis allé dans l'ancien cimetière à côté de l'église, et avec un pic, j'ai déterré des pierres pour pouvoir faire la maçonnerie ici. Et avec le pic, je découvre ce morceau-là. Je vous le montre. Je découvre ce morceau-là. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je voyais qu'il y avait quand même quelques petites sculptures là-dessus. Ne sachant pas ce que c'était, j'appelle l'abbé Briot, qui était en poste à Saint-Privat-la-Montagne, le prêtre, qui, lui, lorsqu'il a vu cela, savait de quoi il retournait. Il me dit, Jean, venez avec moi. Dans l'ancienne sacristie, il y avait l'autre morceau. On a reconstitué ici la colonne de la Passion. Alors, découvrir, moi, sur le site, le sarcophage d'enfant, et découvrir le fragment de la colonne, reconstituer cette colonne, pour moi, ça a été quelque chose de formidable. Chaque fois que je raconte cette histoire-là, j'ai la chair de poule, là, voilà. Pour moi, alors, bien sûr, mesdames et messieurs, on n'a pas parlé de la pierre de Jaumont, mais toutes ces sculptures, tout ce qu'on vient de trouver ici, c'est forcément fabriqué avec la pierre de Jaumont. On a bien sûr l'idée de vous faire une émission dans les mois qui viennent sur la pierre de Jaumont, et on aura encore affaire à M. Tessaro parce que vous êtes la mémoire de toute cette partie carrière et cette partie travail de la pierre. Et là maintenant on va clore notre émission sur la crypte de Malancourt, mais on va vous faire également un petit clin d'œil encore. Voilà, alors notre petit clin d'œil aujourd'hui ici à Malancourt, il sera musical et chanté. Pourquoi on a choisi ce chant-là? Parce que c'est Malancourt-la-Montagne, parce qu'à Malancourt, il y a énormément d'Italiens qui sont arrivés pour travailler dans les carrières. On en a beaucoup aussi qui travaillent dans les mines, à Sainte-Marie-aux-Chênes, Rancourt, etc. Et puis, en plus, personnellement, moi, c'est quelque chose qui me tient au cœur. C'est ici que j'ai appris cette chanson, chez ma tante Hélène Bortoluzzi, qui habite à Malancourt. C'est la Montanara. Se glisse, rebondit sur la paroi, se jette du précipice et plonge tout droit sur moi. Il s'amplifie bien vite et d'écho en écho, alors se précipite, sublime concerto. La Montanara, si sente cantare, cantiam la Montanara.